syndicats de la Compagnie nationale d'eau et d'électricité condamnent les agissements et les méthodes du ministre de l'Énergie, Andra Marsan, vis-à-vis des employés de la JIRMA. Ils ne sont pas contre l'évaluation du personnel, mais la publication des photos des salariés faite par le ministre signifie une violation et un manque de respect des droits et la dignité des salariés. Les salariés ne sont pas les seuls responsables des problèmes de la JIRMA. Le ministre en général et le ministre en particulier nient toutes leurs responsabilités. Tous les employés sont responsables, mais ils ne sont que des exécutants. Les autorités, la direction sont les décideurs. Les affectations, les licenciements et remplacements des travailleurs n'arrêteront pas les pannes d'électricité et les coupures d'eau, selon encore les syndicats. Pour rappel, ces évaluations et entretiens sont effectués dans le cadre du redressement de la JIRMA, en vue de mettre en place une bonne gestion des ressources humaines, la bonne personne à la bonne place, pour mettre fin aux problèmes de dysfonctionnement au niveau de la compagnie. « 45 personnes sont décédées à cause de la famine dans le district d'Ikung et actuellement, la moitié de la population locale est affamée, selon le témoignage du député Brunel Saftsendov, élu dans ce district. Ikung n'est pas encore reconstruit après le passage du cyclone Patsrai. Les semences ont été consommées par les villageois. Ils n'avaient donc plus rien à semer. La rugosité de la route dans cette partie du sud-est de la grande île parle d'elle-même. Le coût du transport des marchandises à l'Antifanatine à Ikung s'élève jusqu'à 750 ariars par kilo. Ikung n'est pas un cas isolé. Presque tout le sud-est de Madagascar est touché par des pénuries alimentaires. La situation dans le sud de la grande île sera encore plus difficile car les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter au cours des derniers mois. D'un côté, la population de cette région est livrée à elle-même pour leur survie. De l'autre côté, le gouvernement a d'autres préoccupations plus importantes et urgentes que sauver la vie de ces gens. La corruption sexuelle est un fait dans les milieux scolaires et universitaires de la Tsimandjéfen et du Bouendi, selon l'enquête menée par Transparency International, Initiative Madagascar et l'ONG Tultsu. 2598 personnes ont été interviewées lors de cette enquête, dont 1424 dans la Tsimandjéfen et 1174 dans le Bouendi. Les femmes représentent les 62% de l'échantillon des personnes enquêtées. La majorité d'entre elles ont reconnu avoir, au moins une fois, ou déjà vécu, ou avoir été témoin d'un cas de corruption dans le milieu scolaire ou universitaire. Globalement, les hommes sont les plus touchés par la corruption sexuelle dans le domaine de l'éducation. En effet, 21% d'entre eux ont été victimes ou témoins de corruption sexuelle, contre 19% de femmes. Dans la région Bouéni, les femmes sont plus nombreuses à avoir été exposées à la corruption sexuelle, 30% par rapport aux hommes, 28%. Dans 49% des cas, la corruption se passe dans les lycées. Il semblerait, d'après les témoignages, que le phénomène émergerait à partir de la classe de 5e au niveau de l'établissement d'enseignement secondaire. La corruption est perçue comme plus répandue dans les établissements publics par rapport aux établissements privés. La corruption sexuelle est la monnaie d'échange en contrepartie de meilleures notes aux examens ou de l'accès au sujet d'examen des professeurs décrits comme instigateurs. Par ailleurs, des adolescents sont obligés de quitter le collège pour fuir les pressions pour corruption sexuelle de leurs professeurs. La plupart des victimes ont peur de porter plainte. La honte, la peur et la pression sociale les dissuadent. Pour lutter contre ce fléau, Transparency International et l'ONG Tultsu continuent le plaidoyer en faveur de l'adoption par voie d'arrêté interministériel du pacte d'intégrité corporelle dans l'éducation et de l'enseignement supérieur ou PICES afin de le rendre obligatoire
dans tous les établissements scolaires et universitaires malagasy. Transparency International signale des cas de corruption transnationale sur la filière et l'exportation de litchi à Madagascar auprès du parquet national financier en France et du pôle anticorruption 67 hectares à Madagascar jeudi dernier. Ils font appel à l'autorité malgache d'ouvrir une enquête sur des possibles faits criminels commis par des sociétés et des personnes puissantes ayant des liens avec le pouvoir politique. Nous avons, et c'est mentionné dans notre communiqué, des éléments qui indiqueraient qu'il y aurait eu des pots de vin versés par des entreprises en échange de faveurs. De droits d'importation exclusifs de litchi en Union européenne. Donc l'enquête devra déterminer effectivement dans quelles conditions ces paiements sont constitutifs ou non de pots de vin. Et en tout cas, il y a des suspicions fortes. De la même manière, il y a cette structure mauricienne qui s'appelle Litchi Trading Company qui est enregistrée à Maurice depuis 2017 et qui depuis cette époque est devenu un intermédiaire incontournable entre donc, les exportateurs de litchi, membres du groupement d'exportateurs de litchi, du GEL, et les importateurs français. Et à notre niveau, on ne comprend pas l'utilité de cette structure. Et cette structure soulève énormément de questions. Pourquoi est-elle basée à l'île Maurice, un pays dont on sait effectivement le niveau d'opacité en matière fiscale et financière. On ne comprend pas non plus le bien fondé de l'existence de cette structure qui n'existait pas avant 2017. Madagascar fait partie des pays exportateurs de litchi dans le monde. Pourtant, les quantités exportées n'ont cessé de baisser durant la dernière décennie. En effet, depuis 2011, le gouvernement malgache a confié la responsabilité de gérer les campagnes d'exportation de litchi à une association privée, le groupement des exportateurs de litchi ou GEL, et sans appel d'offres. Transparency International constate alors de nombreuses infractions potentielles, notamment de corruption transnationale, d'accords illicites, de fraude fiscale, en allant jusqu'à des blanchiments d'argent. Le monde de l'art plastique traverse un temps difficile, surtout après le Covid. La galerie Le Goyavier offre une occasion pour les peintres malagasy et étrangers à exposer leurs œuvres au grand public ce mardi jusqu'à la fin de ce mois. Un site de rencontre et de partage où les tableaux de couleurs variées illustrant la beauté de la terre rouge sont mis en avant par un grand peintre de renom international Chan. Anne Léger de Comarmont, une jeune peintre française tombée amoureuse de la grande île, expose ses arts en guise de reconnaissance. J'ai commencé à peindre il y a déjà très longtemps et j'ai fait beaucoup de tableaux malgaches. Et maintenant, je me lance un peu dans l'art abstrait. Donc, j'ai fait beaucoup de tableaux très colorés, avec beaucoup de couleurs, parce que j'aime beaucoup les couleurs. Et voilà. Et donc, je suis très contente d'exposer en ce moment ici à la galerie éphémère. Et avec un peintre reconnu, donc Chan. Et donc, mes tableaux sont exposés ici jusqu'au 31. Et après, elles partiront dans la Haute-Ville à un autre endroit. Il y a beaucoup de peintres malgaches, vraiment, ils font des choses extraordinaires, très très belles. Il faudrait que les matériaux pour peindre les toiles, les peintures surtout, soient un peu plus accessibles à tout le monde parce que ça reste assez cher en matériel. Il faudrait que ce soit plus facile d'en trouver, et voilà. Les débouchés pour les peintres malgaches, il y a un peu de tout, mais en général, ils arrivent à exposer, je pense. Maintenant, il y en a qui sont très connus, donc pour eux, c'est plus facile que pour d'autres. Les Malagasy s'intéressent de plus en plus à l'art plastique depuis quelque temps, réitèrent les organisateurs. Comme suggestion, les peintres malagasy devraient donner plus de considération à leur talent.